c'est traditionnellement le mercredi, mais là, exceptionnellement, c'est un jeudi. Alors, c'est la troisième rencontre débat organisée par les élus militants communistes de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il en restera encore deux avant l'été. Après la sécurité, la première, la deuxième sur l'emploi et l'industrie. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la question de l'école. Je dirais l'école dans sa globalité et dans le sens plus large, pas forcément focalisée sur le rythme scolaire, bien que ça soit l'actualité. Il y a d'autres actualités d'ailleurs autour de l'école, mais plutôt sur le débat, enfin, pour aller sur toutes les pistes, mais plutôt sur quelle ambition pouvons-nous avoir pour l'école et les enfants, bien sûr. Effectivement, les rythmes scolaires en font partie, mais aussi ce que peuvent attendre les familles du système, je dirais, éducatif national, et ainsi que la question aussi, quand on parle du système éducatif, bien sûr, les parties prenantes étant le corps enseignant, quelle formation, quelle reconnaissance pour le monde enseignant. Pour introduire la discussion, donc on a demandé à Jean-Marie Touzin de préparer de courtes interventions. En courte, c'est relatif, comme toujours. Donc ce soir, on inverse les rôles. C'est moi qui ferai l'honneur, l'animateur, le garant de la prise de parole des uns et des autres, et du temps. Il est 19h30, on peut estimer que si on a 1h30 de débat, ça sera déjà une bonne discussion. La parole est libre, hormis invectives, injures, propos déplacés, évidemment, mais on est entre gens responsables. Et donc d'abord, pour vous remercier de vous être déplacés, parce que c'est pas évident, un jour de semaine, et donc j'invite tout de suite Jean-Marie à prendre la parole. Alors, je vais effectivement essayer d'être assez bref pour qu'on ait le temps d'échanger. Parce qu'il y a moult façons, plusieurs façons d'aborder toutes les problématiques qui tournent autour de l'école. L'école, c'est le premier service public auquel les enfants sont confrontés. Ils sont confrontés pour 10 ans, minimum, puisqu'il y a une obligation scolaire entre 6 et 16 ans. Qui est une obligation scolaire du reste qui est ancienne et qui n'évolue pas. On sera peut-être amené à en reparler un petit peu plus tard. C'est une institution qui a dans notre pays une grande histoire et qui a fait ses preuves, qui a permis à beaucoup de personnes étant enfants d'apprendre, de s'éduquer, d'acquérir des connaissances et à partir de là de développer par la suite des compétences. Et j'insiste sur le fait que le service public, ça a permis, à travers les générations, une élévation tous au niveau social. Mais depuis un certain nombre d'années maintenant, l'école ne joue plus nécessairement avec autant d'efficacité ce rôle. Et il y a, alors je le dis, tout le monde sera d'accord ou pas, mais peu importe, on est là pour en discuter, mais elle contribue aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre d'observateurs, à reproduire un certain nombre d'inégalités préexistantes. Du reste, le président de la République qui a été élu a priori pour que les choses changent dans notre pays, a bien vu qu'autour de la question de l'école et plus largement de la jeunesse, il y avait un enjeu majeur puisqu'il avait indiqué dans sa campagne électorale que la jeunesse serait l'enjeu prioritaire de l'action gouvernementale. Du reste, il y a eu une loi d'orientation et de programmation pour l'école qui a été, un projet de loi qui a été élaboré et qui a été mise en débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu un premier vote solennel le mois dernier. Et donc ça va passer au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée, etc., d'ici l'été. Donc ça, c'est un premier aspect, je vais y revenir un petit peu sur le contenu. Et puis, il y a eu un décret qui a été pris un peu avant la présentation de cette loi, un décret qui a fait beaucoup de bruit,
qui concerne l'aménagement, la modification des rythmes scolaires. Alors, ce n'est pas l'aménagement, on devrait plutôt dire un aménagement. Il y a plusieurs aménagements certainement possibles. Voilà. Donc là, il y a un décret qui a été pris là-dessus et qui devait être opérant au plan national dès la rentrée prochaine. Puis par la suite, il a été admis qu'il était possible d'y déroger jusqu'à la rentrée 2014. Donc grosso modo, sur l'aménagement des rythmes scolaires, il y a un petit peu plus de 20% des écoles, un peu plus de 22% des enfants qui seront concernés ici à la rentrée 2003. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi d'orientation et de programmation? Il y a des choses qui, sur le papier, peuvent sembler intéressantes. En particulier, il est question de créer 60 000 emplois dans l'éducation nationale, ce sur 5 ans. Alors en même temps, 60 000 emplois, ça rattrape partiellement les 75 000 qui ont été supprimés depuis 2008 et les 100 000 qui ont été supprimés depuis 2002. Donc, c'est plutôt une bonne chose de se dire qu'il y aura davantage de personnel dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Mais en même temps, il faut aussi voir les limites de ces 60 000 créations d'emplois. Il y a... Excuse-moi, mais... Il n'y a pas de problème. Je t'empêche pas de parler. Bon, ce ne sont pas mes propos qui font tousser. Bon, tout va bien. Non. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qui concernent le contenu des enseignements, avec un certain nombre de matières nouvelles, une langue vivante obligatoirement au cours préparatoire, la morale, quelques enseignements nouveaux. Ça, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette loi de programmation? Il y a la formation des enseignants. Vous savez que ces dernières années, la formation des enseignants avait été complètement décapitée sous le gouvernement précédent et sous la présidence de Sarkozy, puisqu'on avait supprimé sûrement les sentiments, les IUFM. Donc il y a un retour à une formation spécifique des enseignants. Voilà, donc ça, ce sont un certain nombre de points positifs. Mais en même temps, pour l'instant, il s'agit d'une loi d'orientation, et donc ça reste, malgré tout, sujet à... S'il y a des éléments positifs, leur mise en œuvre reste sujette à caution, parce que, évidemment, il va falloir développer un certain nombre de moyens pour mettre en œuvre ces ambitions. Ce qui semble aujourd'hui un petit peu compliqué compte tenu des choix politiques qui orientent l'action du gouvernement, qui a une obsession majeure qui est de rembourser cette fameuse dette rembourser les emprunteurs, les empruntés. Ceux qui ont prêté, c'est-à-dire les banques, hein, voilà. Donc les prêteurs, voilà, merci. Moi je ne suis pas enseignant, mais il y a des enseignants dans la salle qui aident, c'est très bien. Voilà. Mais en même temps, le fait de rembourser fait que il n'y a plus de moyens disponibles pour un certain nombre de services publics, et en particulier pour l'école. Et puis, il y a un autre aspect de cette loi d'orientation qui peut être inquiétant, c'est le fait qu'elle consacre aussi un transfert de charges vers les collectivités locales, voire un transfert de compétences, puisqu'il y a aussi un certain nombre de choses qui pourront être décidées en termes de définition des formations nécessaires par la région, et ce, en fonction des chambres de commerce, de ce que le patronat considère avoir besoin comme main-d'œuvre sur le réseau. Voilà, donc je fais très vite, bien entendu, le projet de loi est là, il fait 75 pages, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai donné les éléments structurants, et sachez qu'à l'Assemblée nationale, ce projet de loi, lors du vote solennel, a été voté, a été adopté par la majorité gouvernementale, c'est-à-dire les députés socialistes, les députés écolos
et les radicaux de gauche. La droite, UMP et les indépendants, là, enfin les libéraux, hein, ont voté contre. Quant aux députés du Front de gauche, ils se sont abstenus. Alors, la raison majeure de cette abstention, c'est qu'il y a, pour nous, pour nous communistes, une limite forte, enfin deux limites fortes. La première, c'est qu'il y a un manque d'ambition important dans cette loi d'orientation et de programmation. Je parlais tout à l'heure de la question de l'obligation scolaire qui est de 6 à 16 ans. Nous sommes favorables à ce que la scolarisation soit obligatoire plutôt à partir de 3 ans, avec des possibilités à partir de 2 ans. Et puis, aujourd'hui, le développement des sciences, des connaissances, des techniques, si on veut que la majorité des enfants, des adolescents, de la jeunesse puissent se les accaparer, nous considérons que l'obligation scolaire pourrait être prolongée jusqu'à la majorité, jusqu'à 18 ans. Voilà, donc par exemple, c'est un marqueur de ce qu'une politique réellement ambitieuse sur l'éducation nationale pourrait être. Donc ça, c'est la première chose. On pense que ce projet est limité en termes d'ambition. Et la deuxième chose, c'est que les quelques ambitions qui sont portées dans ce projet sont aussi problématiques du fait qu'il y a un flou artistique assez important sur les moyens pour mettre en œuvre. Hein. C'est bien de rajouter, de recharger les programmes avec des choses nouvelles, qui ne sont pas négatives a priori. Par contre, comment va-t-on faire? Voilà. Et nous le savons bien à Aulnay, entre autres. Aulnay n'est pas quelque chose de très particulier par rapport en tout cas à la Seine-Saint-Denis, mais nous savons bien qu'il y a d'ores et déjà des problèmes graves qui sont posés à l'école, en particulier à l'école primaire, sur les non-remplacements de l'absence tout à fait justifiée et légitime, a priori, hein, d'enseignants qui se forment, qui sont en arrêt de travail, qui sont en congé parental, etc. Donc des problèmes de remplacement. Pourquoi? Par manque de moyens en termes d'enseignants. Et puis il y a toutes les questions aussi qui préoccupent les parents d'élèves sur le périscolaire. La qualité d'accueil sur la pause méridienne, l'alimentation, le repas de midi, les questions d'accueil le matin avant le début de l'école, l'accueil le soir à la suite. Bon, voilà. Il y a là un certain nombre de problèmes qui sont posés. Et je vais terminer là-dessus et interviendrai dans la discussion volontiers, mais pour dire que sur Aulnay, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un changement de majorité municipale en 2007, 2008, et que grosso modo, l'impact de la contribution de la municipalité dans l'école, essentiellement dans l'école primaire, a été en augmentation de 16% sur les 5 ans de mandature écoulés par rapport aux 6 ans de la mandature précédente. 16% d'augmentation sur le fonctionnement et grosso modo 22% sur les investissements. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres, voilà. Mais que j'indique parce que on sait qu'au niveau investissement, il y a encore beaucoup de demandes de la communauté éducative, hein, que ce soit les enseignants, les directeurs d'école, les parents, etc., qui ne trouvent pas réponse. Et sur le fonctionnement, il y a aussi beaucoup de choses qui semblent dysfonctionner. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte qui a été nettement plus importante depuis quelques années, mais on est encore loin de ce qui serait nécessaire. Voilà. Les rythmes scolaires, je vais en dire juste 2 mots, parce que ça va, j'imagine, venir dans la discussion. C'est aussi un des aspects qui va être probablement assez structurant de ce que sera l'école de demain, parce que en même temps, il y a certainement un certain nombre de choses intéressantes dans l'idée de modifier les rythmes scolaires si on place l'enfant comme préoccupation majeure.
Dans le même temps, ça pose plein de questions sur les transferts de charges de fait qui seraient donc déportés sur les communes et avec les inégalités de traitement qui seraient faites selon les capacités de financement des communes. Voilà. Je m'arrête là, hein, mais on pourra y revenir dans la discussion. Voilà. À la fois, on peut partir du local vers le national. Jean-Marie a bien apporté la question de la proposition de loi et de sa mise en œuvre du plan de rattrapage qui serait nécessaire. On pourra revenir aussi sur les années précédentes, le plan de rattrapage qui avait déjà été voté pour la Seine-Saint-Denis et la particularité de notre département quand même qui est un département où effectivement, de par sa composition socio-professionnelle, et les besoins sont immenses et donc demandent à ce que des moyens, je dirais, supplémentaires et décuplés soient mis sur la table. Le regard aussi par rapport aux contraintes économiques, parce que nous n'oublions pas, notamment au sein du front de gauche, que le carcan de l'Europe et de cette règle d'or que l'on veut nous imposer, le déficit budgétaire, pèse sur les politiques publiques et notamment sur la politique de l'éducation. Et puis, il a aussi commencé à aborder la question, donc là on est sur le national, politique publique, budget, mais aussi transfert de charges, de par ces lois, sur les budgets des collectivités et sur les services publics. Parce que aussi, par rapport à la réforme des rythmes scolaires par exemple, on dévolue aux maires et aux collectivités le soin d'organiser la scolarisation des enfants, la scolarité, la journée scolaire, on peut en discuter, mais sans moyens supplémentaires mis à disposition des collectivités. Et ça va même plus loin, puisque récemment, la CAF s'est inquiétée, puisque activité périscolaire, financement aussi assis sur les allocations familiales, et qui pourrait entraîner des dépenses de plusieurs centaines de millions d'euros sur les budgets donc de la CAF. Donc on voit bien là que cette question des moyens financiers et des contraintes qui nous sont posées est cruciale dans cette problématique. Voilà, je donne la parole au premier ou au deuxième. Bon, vous avez à la fois des militants et des élus, donc on peut à la fois faire du ping-pong sur le national et le local, il n'y a pas de souci, et puis vous donner votre sentiment sur cette problématique. Il y a des parents d'élèves qui sont là, les enseignants, voilà, il ne faut pas hésiter. Pas, sans pour autant savoir les quartiers, les personnes que nous ne connaissons pas, de quel quartier ils sont, de quelle école, afin de situer peut-être aussi le besoin beaucoup plus important sur certaines écoles dans les sous-bois. Peut-être donner votre nom. Michel Flo, je suis retraitée de l'éducation nationale. Je pense qu'il faudrait aussi avoir une réflexion plus générale sur ce qu'on attend de l'école, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'école? Qu'est-ce qu'elle doit apporter l'école? Est-ce que c'est l'enseignement seulement? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est former des citoyens? Est-ce que c'est former simplement des travailleurs? Enfin, voilà, je pense que c'est important de savoir ce qu'on attend de l'école pour savoir quelle école on veut. Oui. Très très large. Après, on parle de l'école, on ne parle pas forcément du lycée, du collège, de l'université. En même temps, le débat, parlons de l'école, la première, on va dire. On peut commencer par la première, mais effectivement, même celle-là pose la question du rôle. Par exemple, dans la réforme, il a été demandé aussi d'installer des classes à partir de 3 ans. Aulnay-sous-Bois, une classe. Le département, 15 classes, je crois, sur la Seine-Saint-Denis. Par rapport à ce qu'on a dit quand on parle de socialisation et de scolarisation des 2 ans, en tout cas ce que nous on préconise, on voit bien là qu'on est loin du compte. Il ne s'agit pas de transformer non plus l'école en garderie, c'est aussi on peut en discuter, en crèche, mais on sait très bien que plus l'enfant est scolarisé très tôt,
mieux il est socialisé et avec tout ce qui peut découler par rapport à tout un tas de choses. Donc on peut aborder toutes les questions. Moi, voyant un peu le public, j'imagine que les questions sont plutôt d'ordre sur l'école élémentaire ou matériel primaire. Donc peut-être qu'on peut commencer par là, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à faire valoir votre point de vue. Voilà. Moi, je voudrais aussi resituer peut-être l'école là. Alors, moi, je suis Anne Régnier, et puis bon, ancienne représentante des parents d'élèves, avec des enfants maintenant au collège. Donc, la place de l'enfant à l'école, qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'il est sujet de droits, de devoirs? Est-ce qu'il peut être aussi acteur et participant à finalement à son devenir, en fonction évidemment de son âge? Donc voilà, ces questions-là. Juste moi, il n'y a pas de réponse. Hein, je veux dire, voilà. on élabore les questions et les réponses collectivement. Pour resituer le but de nos rencontres, c'est à la fois d'échanger sur des sujets qui préoccupent le quotidien des Aulnésiens et des Aulnésiennes, mais en même temps, nous, on a besoin d'échanger avec la population, y compris pour fonder un peu notre point de vue et alimenter, je dirais, ce que l'on souhaite voir se développer sur la ville. Donc cette réflexion, elle est partagée. Je n'ai pas de réponse toute faite à toutes les questions. C'est bien une élaboration collective dont il s'agit. Agnès. Je suis un petit peu moins soucieuse de ce que l'école, de ce qui est proposé à des enfants. Le sentiment que les programmes, c'est tel projet pour l'enfant est maigre. J'ai pas le sentiment que l'enfant va s'épanouir. Je ne sais pas ce qu'on lui apprend, ce qu'on lui donne pour qu'il puisse se nourrir. Je suis un petit peu pessimiste, même dans l'échange avec les enseignants. C'est-à-dire que je pense que c'est l'enfant un petit peu dans le groupe et en tant qu'individu, du coup, il n'a peut-être pas forcément, et l'enseignant ne peut peut-être pas forcément non plus répondre aux besoins de chacun. Non, mais c'est vrai que quand on voit des classes de 27 bien sûr, on se demande comment l'enseignant peut faire. Donc effectivement, quand on parle de donner des moyens, il faut aussi donner des moyens et savoir écouter le terrain et les difficultés au quotidien vécues par les enseignants. Bon, moi je suis Bernard, je ne suis pas d'Aulnay, je suis de Sevran. J'étais longtemps militant associatif dans les établissements scolaires. Je pense, moi, qu'il ne faut pas oublier que dans l'école, il y a plusieurs personnes. Vous avez l'enfant lui-même, avec ses parents. Vous avez les enseignants. Il ne faut pas perdre de vue que les parents font partie de ce qu'on appelle maintenant la communauté éducative. C'est-à-dire qu'ils ont leur voix. Ils doivent intervenir, ils ne peuvent pas tout faire d'entrée. Donc, quand on parle, quels sont les droits des enfants, pour répondre un petit peu, quels sont les droits des enfants, quelles sont les obligations. Une expérience avait été faite une certaine année dans un collège à côté de chez moi, où ce sont des élèves qui ont élaboré le règlement intérieur. Ils étaient partie prenante, ils ont eux-mêmes signé ce règlement, ils l'ont fait signer à leurs parents. Donc, ils étaient en connaissance et ils avaient conscience des sanctions qui étaient prises en fonction des fautes, s'il faut qu'il y avait. Donc il faut quand même bien se dire, c'est qu'il faut que les intervenants et le corps enseignant et que les parents, alors il y a quelques années, la fédération à laquelle j'appartenais avait sorti un mot bien, coéducation, ne pas perdre de vue. C'est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La loi les oblige à confier leur enfant une grosse partie de la journée. Et donc ces parents-là ont le droit de savoir ce que apprennent leurs enfants. Mais il ne faut pas qu'ils demandent aux enseignants d'éduquer au sens éducatif leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il est là pour apprendre, il y a une transmission des savoirs. Et c'est aux parents de surveiller, de regarder en fin de journée si leur enfant a bien intégré
Mais il y a beaucoup de choses qu'on a laissées au cours du temps à charge des enseignants de régler des problèmes, y compris médicaux, hein, et y compris des problèmes qui étaient du ressort des parents. Donc, à la limite, je dirais qu'il faut que les parents prennent en charge leur part éducative. Il ne faut pas non plus qu'ils aient peur de demander aux enseignants la façon dont ils transmettent leur savoir à votre enfant. Parce que votre enfant, moi j'ai remarqué, j'ai fait partie de la commission d'harmonisation du passage CM2 à 6e. Enfin, c'est simple, hein, il y avait beaucoup d'enfants de 6e qui ne savaient pas lire, qui comptaient très mal, qui avaient des comportements qui n'étaient pas normaux, et il fallait les passer quand même en 6e. Donc, quand vous passez des enfants qui ont des handicaps, qui n'ont pas tous leurs acquis, inévitablement, ils ne vont pas faire une bonne scolarité, et à longue échéance, ils ne vont pas s'intéresser aux études, et l'épanouissement, il est quasiment pas fait. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ils ont donné dans